Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la FNCCR. On est ravis que vous soyez là avec nous pour parler de ce sujet qui est un sujet important dont on va parler de plus en plus à partir de l'année prochaine, puisqu'il va s'agir de collecter les biodéchets, de les valoriser, et toutes les collectivités vont être concernées. Donc c'est important d'en faire un focus ici, d'autant plus que la valorisation, c'est le compostage, mais c'est aussi de l'énergie. Ce sont de l'énergie qui vont être produite avec le biogaz. Le biogaz, on va en parler aujourd'hui. Mais tout de suite, j'invite Guy Urkabi à nous dire quelques mots, des mots de bienvenue. Et puis ensuite, on va accueillir nos intervenants pour la première table ronde. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je souhaite excuser Monsieur le Président de la Fédération, Monsieur Pinta, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui m'a demandé de venir à sa place. Oui, le biogaz, comme le dit notre présentateur, est important. Il va l'être de plus en plus. C'est dans l'air du temps. La décarbonisation au travers du biogaz va être quand même quelque chose de très actif dans les années qui viennent. Le gaz fossile, encore dans nos tuyaux, va petit à petit laisser sa place au biogaz et à la méthanisation. Gageons que la future PPE lui fasse la place que ce biogaz mérite, un peu plus que dans la précédente. Dans nos campagnes, la méthanisation est aujourd'hui saisie à bras-le-corps par les exploitants agricoles qui voient une diversification intéressante et la gestion aussi d'un certain nombre d'effluents de l'agriculture. Les collectivités locales, convaincues du fait que c'est une chance pour les territoires ruraux, les accompagnent, et on en donnera quelques exemples dans la matinée. Les collectivités donc sont à la manœuvre avec eux et n'hésitent pas à y investir un petit peu de moyens. On le verra tout à l'heure, que ce soit des moyens financiers pour accompagner la mise en place de ces méthaniseurs ou les apports de certains effluents des foyers, notamment tout ce qui est biodéchets, pour les accompagner. Bonne réunion. On est un peu désolé du fait qu'on n'ait pas choisi tout à fait la bonne date puisqu'il y a des départs en vacances et qu'un certain nombre de personnes sur qui nous pouvions compter ne sont pas là aujourd'hui. Mais vous êtes là, c'est le principal et on vous en remercie. Merci Guy Urkabi, vice-président de la FNCCR. Du gaz vert donc produit en France à partir de nos déchets pour répondre à nos besoins de consommation de gaz. Est-ce réaliste? La commission de régulation de l'énergie juge possible le scénario de 10% de gaz renouvelable produit en France à partir d'ici à 2030. Alors, comment faire? Eh bien, en triant mieux nos déchets et en les triant davantage. Au 1er janvier 2024, les communes auront l'obligation de traiter et valoriser les biodéchets de leurs habitants. Les biodéchets, ce sont ces déchets organiques, les restes de repas, les déchets de préparation de cuisine qui aujourd'hui meurent dans nos sacs poubelles, des biodéchets qui, après une collecte et un traitement dans des méthaniseurs, peuvent être valorisés donc en gaz naturel. Alors les biodéchets représentent-ils un gisement d'énergie renouvelable majeur en France? C'est le thème donc de notre première table ronde et je vais inviter nos intervenants et intervenantes à nous rejoindre à l'énoncé de leur nom. J'invite à me rejoindre tout de suite Stéphane Martinez, président de Moulineau, entreprise de l'économie sociale et solidaire, spécialiste du tri et de la collecte des déchets alimentaires. Mettez-vous au bout à droite et puis ensuite vous mettez les uns à côté des autres. Donc Moulineau traite et transforme pour les professionnels et collectivités les biodéchets en fertilisants, compost et ou digestat, ou en biogaz. Et vous êtes installé en région parisienne où vous êtes notamment l'opérateur du Sitcom, le plus important syndicat de traitement des déchets en Europe. Et on vous demandera, vous qui connaissez bien le sujet, si les biodéchets représentent ou non un gisement important. Et on posera aussi la question aux élus présents avec nous à cette table ronde, des élus de terrain qui travaillent à développer sur leur territoire cette énergie. Guy Urkabi nous rejoint donc, président du CIEN, le syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre. Depuis 1996, le CIEN organise le transfert, le traitement
et la valorisation des déchets ménagers sur son territoire. Et vous travaillez à développer des méthaniseurs pour produire du biométhane. On a envie de vous entendre sur les conditions de la réussite de ces projets. Et je l'ai dit, vous êtes aussi vice-président de la FNCCR. On accueille un autre élu qui gère les déchets ménagers de son territoire, c'est Damien Grasset, le président du syndicat des déchets Trivalis, syndicat départemental en charge du traitement des déchets ménagers en Vendée. Vous n'avez pas encore arrêté de décision quant à la valorisation des biodéchets, compostage pour retour au sol et enrichir les cultures ou production de gaz renouvelable par méthanisation. Vous vous interrogez sur l'importance du gisement des biodéchets sur votre territoire. Notre intervenant à suivre estime que la France a la capacité de viser l'équivalent en gaz renouvelable de ce qu'était la fourniture en gaz fossile russe avant la guerre en Ukraine. Je vous le rappelle quand même, la France dépendait à 20% du gaz russe. On accueille Laetitia Aubeux, chargée de développement biométhane chez GRDF. GRDF qui estime donc que dès 2030, les gaz renouvelables peuvent représenter 20% de la consommation de gaz en France. Vous nous direz si les seuls biodéchets nous permettront d'atteindre cet objectif. On accueille également, lui est agriculteur et produit du gaz depuis 10 ans, Jean-François Delette. Merci d'être avec nous également, agriculteur à Ussy-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Vous êtes le président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Vous nous direz comment vous travaillez avec les agriculteurs à développer près de 1500 méthaniseurs en France. Je ne sais pas où on a le chiffre, vous allez nous préciser. Vous nous direz si les agriculteurs sont prêts à accueillir les biodéchets des habitants et sous quelles conditions. Et enfin, on accueille pour cette table ronde, vous allez rejoindre Jean-François Delette, Cécile Frédéric, déléguée générale de France Gaz Renouvelable. Merci d'être avec nous. L'association qui a pour objectif de rassembler les initiatives liées au gaz renouvelable. Elle représente l'écosystème du gaz renouvelable, de la production jusqu'à la distribution. On discutera notamment avec vous d'un sujet important, c'est l'acceptabilité des projets sur les territoires. Allez, on commence tout de suite avec vous, Stéphane Martinez, si vous le voulez bien. Je vais vous apporter le micro, ça sera plus facile. Vous n'avez pas le choix. On commence avec vous. Moulineau a commencé à collecter les restes alimentaires de 84 restaurants. Aujourd'hui, vous êtes sur 1800 points de collecte. Restaurants traditionnels, restaurants rapides, restaurants d'entreprise, d'hôpitaux. Vous accompagnez les collectivités locales, je l'ai dit préalablement. Alors, ces biodéchets, est-ce qu'ils représentent ou non un gisement? Est-ce que c'est un gisement aujourd'hui qui est sous-exploité? Bonjour à toutes et à tous. Oui, il est sous-exploité puisque aujourd'hui, on le retrouve surtout dans la poubelle d'ordures ménagères, très peu est écarté à la source. Et donc il y a beaucoup encore d'actions à faire puisque je crois que les chiffres montrent qu'on n'est même pas à 5%, je crois, de valorisation de ces restes alimentaires au niveau national. L'objectif pour tout le monde, c'est de l'écarter en 2024. Bon, je pense que ça va être un peu décalé, mais oui, c'est un vrai gisement. C'est un gisement qui est sous-estimé, qui est sous-exploité, mais qu'on peut valoriser davantage. Il a un vrai intérêt, ce gisement. Il a un vrai intérêt, et on n'est plus dans le déchet, mais dans la matière première secondaire. Le premier intérêt, c'est qu'on est capable d'en faire une énergie verte. On est capable de gérer aussi un retour au sol de cette matière. Et surtout, le plus important, c'est qu'on est capable, sur une nouvelle filière, d'encadrer et de former à des nouveaux métiers des personnes quand même assez éloignées de l'emploi. Donc ça, c'est très important. C'est une filière qui doit amener aussi des nouveaux emplois. Et des emplois non délocalisables, puisque ce sont des emplois sur nos territoires. Des emplois non délocalisables, puisqu'une fois qu'on a mis en place une collecte et de la massification, automatiquement derrière, les emplois qu'on va créer, ils seront là, ils seront pérennes et ils tiendront longtemps dans le temps. Donc c'est très important, ouais. Alors sans être trop technique, vous, votre métier, donc, c'est d'aller chercher les biodéchets là où ils se trouvent, mais ça suppose d'abord une organisation avec des collectivités locales, c'est ça? Nous, notre métier, en fait, au départ, c'est un restaurateur qui a amené une solution pour des restaurateurs. On accompagne les restaurateurs et au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu que les personnes qui avaient les compétences devaient mettre en place des collectes, etc. On a bien vu que c'est un nouveau système, les services avaient du mal, ils ne maîtrisaient pas, donc on s'est plugué derrière, on a dit, voilà, nous aussi, on est capable, aujourd'hui, on est une petite entreprise, mais on grandit, d'accompagner les territoires, d'être aussi des exutoires pour les syndicats de traitement.
Et on parle d'économie circulaire et on est en plein dedans. Voilà, et ces biodéchets, une fois collectés, vous l'avez dit, ils peuvent retourner au sol comme engrais, c'est le compost, ou ils peuvent être valorisés, donc c'est notre sujet, en gaz renouvelable. Nous, l'objectif, c'est de massifier cette matière première secondaire, de la préparer au mieux possible, d'avoir un minimum d'impureté, et ensuite, on va jouer au rugby, et cette matière première secondaire, on va l'envoyer vers nos partenaires agriculteurs méthaniseurs. Ça, c'est très important, et on parle bien de matière première secondaire, c'est-à-dire, derrière ça, l'objectif, c'est d'avoir un minimum de plastique et d'inerte à l'intérieur de cette matière première. Si on veut garder une vraie filière avec une vraie qualité de retour au sol, et ça c'est le rôle de Moulineau. Moulineau doit être là pour massifier cette matière première. On va préparer la salade histoire qu'elle soit belle, et une fois qu'elle est belle, on transporte tout ça à nos partenaires, et on a pensé à un moment donné, moi surtout je me suis dit, qui y a de mieux pour gérer le retour au sol de cette matière? Nous on est parisiens, on est des urbains. On est très bon pour aller massifier cette matière-là, mettre en place des tournées, créer des emplois, former des nouveaux métiers. Et je pense que la gestion des matières, et surtout dans les sols, il n'y a pas mieux que les agriculteurs. Donc nous, on s'est dit, voilà, et puis en même temps, ça nous permet aussi de montrer que entre l'urbain et le monde agricole, on doit reprendre des liens, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup travaillé sur le côté déchets, etc. Et je me suis rendu compte aussi que c'est comme ça, il ne faut pas avoir peur de le dire non plus. Mais les agriculteurs autour des grandes villes, il y a une 50aine d'années, leur champ servait d'épurateur aux grandes villes. Et aujourd'hui, on va voir ces acteurs-là avec une économie circulaire, des nouveaux emplois qui ont du sens et une vraie matière première avec très très peu d'inerte à l'intérieur. Donc on refait vraiment le lien. Alors on est aux prémices de tout ça, mais nous on est très fiers de créer notre petite filière qui a un fort impact, et on est là pour accompagner les territoires, les syndicats, et créer de l'emploi non délocalisable. Ça, c'est important. Et on en parlera avec Jean-François, hein, notamment de la diversification pour les agriculteurs. C'est en effet important. Guillaume Cabi, président du CIEN, vice-président de la FNCCR. Votre syndicat collecte donc, je l'ai dit en introduction, de longue date les déchets sur votre territoire. Les biodéchets, pas encore, vous allez me le dire, et vous projetez de le faire dans l'objectif de les valoriser en gaz renouvelable. C'est l'idée ? Oui. Alors, depuis 1995, le syndicat d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre a pris la responsabilité du transfert traitement des déchets ménagers dans le département lors de la fermeture des incinérateurs et des centres ouverts de stockage. À la demande du préfet, du président du conseil départemental, on avait mis en place ce service dans notre syndicat. On a laissé la collecte à la responsabilité des communes pour ne pas déresponsabiliser le territoire. Et nous, on a créé 5 plateformes de déchets ménagers bio et 7 plateformes de transfert sur lesquelles nous accueillons les déchets. Depuis 2006, on a mis en place le tri-valorisation des bio. C'est pas aujourd'hui, vous voyez, on a commencé très très tôt, qu'on a amené sur nos plateformes de compostage, enfin de traitement pour préparer du compost que l'on vendait aux exploitants agricoles pour partie. Et l'autre partie, on le donnait aux communes pour remercier les habitants d'avoir fait des efforts. Voilà, et donc c'est parti comme ça. Aujourd'hui, on a décidé de modifier un petit peu notre façon de fonctionner avec des méthaniseurs qui sont en train de se mettre en place dans le département. Et certains ont fait appel aux syndicats pour savoir si on pouvait leur donner des bio pour alimenter ces méthaniseurs. Donc on a décidé de le faire, notamment avec une méthanisation qui s'est créée à Prémery, une des grandes villes de la Nièvre, avec une société privée qui nous a sollicité. On a créé une forme de projet sur lequel nous avons investi 35% du capital. Et nous produisons aujourd'hui donc un méthane qui est injecté dans le réseau. Puis l'agglomération de Nevers a un incinérateur qui produit de la chaleur et qui envoie ça dans un réseau et qui a l'idée de méthaniser un certain nombre de produits. Notamment, il voudrait méthaniser ces déchets de traitement, de stations de traitement. Avec deux filières, une filière où les PEP seraient introduites et l'autre où il n'y aurait que les biodéchets qui iraient. Et nous a demandé d'apporter une partie de nos biodéchets pour les accompagner. Ce que nous avons décidé de faire, pour l'instant le projet est en train de maturer.
Ça devrait se faire dans l'année ou l'année suivante. Et à Nevers, le projet, c'est de générer de la chaleur avec les Exactement, biodéchets. pour aller remettre dans le réseau et l'étendre. Voilà. Et donc on apporterait une partie de nos déchets bio, en échange de quoi ils nous redonneraient la part dans lesquelles les steppes n'auraient pas été traités, et que nous mettrions de nouveau sur nos plateformes de préparation de compost. Ils nous donneraient aussi leurs déchets verts de la ville et de l'agglomération de Nevers, qui viendraient abonder celles que les milieux ruraux nous apportent. Et on continuerait à apporter aux exploitants agricoles un compost de qualité qui leur permet de valoriser en bio leurs terres. Des agriculteurs sont aussi engagés sur votre territoire ou pas dans Oui, des il y a projets de déjà, méthanisation, depuis maintenant une petite dizaine d'années, il y a sur une petite commune à Devey, 2 exploitants agricoles qui se sont fédérés pour créer une méthanisation qui fonctionne à partir des effluents de l'agriculture. Sauf qu'ils sont obligés évidemment de compenser le fait que dans un territoire comme la Nièvre, on a des bovins qui sont élevés surtout au pré. Et donc, il y a moins de fumier qu'ils en souhaiteraient. Et donc, ils ont été obligés de ratisser un peu plus large et de tourner un petit peu dans une région d'une trentaine de kilomètres autour de chez eux pour alimenter cette méthanisation, mais qui marche bien. On a parlé des usages, vous en avez évoqué quelques-uns à travers les projets. Un autre usage qu'on n'a pas abordé, c'est la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, grâce à nos biodéchets, on peut aussi circuler en voiture, en camion. D'ailleurs, Stéphane Martinez vous le dira, mais je crois qu'il utilise des camions qui tournent au bio-GNV pour réaliser ces collectes. Absolument. Et dans le projet qu'on a avec la ville de Nevers et l'agglomération de Nevers, il y a un projet de création d'une plateforme multicarburant dont le côté gaz sera alimenté par justement cette méthanisation de Nevers. Stéphane Martinez, juste sur cette mobilité décarbonée, parce qu'il s'agit d'une mobilité décarbonée de fait, quand on roule au bio-GNV. Oui, c'est une mobilité décarbonée. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai sens dès le départ. Si on est capable de faire une énergie avec cette matière première secondaire, autant avoir les camions qui tournent avec. Donc c'est ce qu'on a fait dès le début. On a toute une flotte. Aujourd'hui, on a une quarantaine de camions. On attend encore 25 qui doivent arriver là. Et tout fonctionne au GNV, au gaz naturel de ville. Et le gros intérêt, au moment où on parle beaucoup de l'électrique, de l'autonomie des batteries, c'est que sur le bio-GNV, on peut faire plus de kilomètres. Et vous dites, oui, c'est pas cher. C'est pas cher, ouais. Enfin, c'était pas cher. C'était pas cher. La vertuosité coûte cher, voilà. Et l'autonomie des véhicules en bio-GNV? Alors, on fait à peu près 350 km avec 350 km. Ouais. Oui, c'est bien. Et puis là, on a installé, j'en profite, on s'est mis une station gaz chez nous. Donc on va gagner du temps au niveau du refouling et tout le bassin. Donc c'est quand même, il y a une vraie cohérence. Voilà, Guillaume Cabi, vous vous inscrivez, si on comprend bien, dans une logique d'économie circulaire sur votre territoire, oui, avec absolument. la valorisation des biodéchets? On a la chance de pouvoir fédérer 222 des 309 communes du département de la Nièvre, c'est-à-dire toute la zone rurale de la Nièvre. Et à ce titre-là, on a très tôt, je ne me rappelle plus la date exacte, mais je dois l'avoir quelque part par là, non, je ne l'ai pas, on a postulé au TZGZD, c'est-à-dire le territoire zéro gaspillage, zéro déchet. Et nous avons été retenus et financés justement pour toutes nos actions au travers de ce programme. Et depuis, ça fonctionne comme ça. Toutes les collectivités y participent et la population a répondu très favorablement à ça. À partir du moment où on a beaucoup communiqué autour du fait qu'il y avait ce rôle du territoire fédéré, mutualisé, et que c'était une chance pour la Nièvre. Voilà. Et on va continuer comme cela. Alors à vos côtés, on a Damien Grasset, qui est président, je le disais, du syndicat des déchets Trivalis. Votre syndicat entend aussi valoriser les biodéchets sur son territoire. D'ailleurs, ça sera une obligation au 1er janvier 2024 pour l'ensemble des collectivités de France. Et en ce qui vous concerne, vous n'avez pas encore arrêté de décision. C'est intéressant d'entendre votre témoignage. Vous hésitez entre compostage pour retour au sol, donc enrichir les cultures, ou de la production de gaz renouvelable par méthanisation. Vous êtes en questionnement. Alors oui, on a un questionnement. Bonjour à tout le monde. On a un questionnement parce que Trivalis est un syndicat départemental et on a une culture du compost puisqu'aujourd'hui on traite la totalité des déchets vendéens
à peu près 105 000 tonnes en traitement mécano-biologique, hein, les UVR aujourd'hui. Et donc on a cette culture de compost normé qui retourne au sol des agriculteurs. Donc ce qu'il faut regarder quand même sur le syndicat départemental, c'est qu'on est aujourd'hui sur une moyenne de 139 kg par an et par habitant. Donc on est sur un ratio très faible. Donc comme on le dit souvent, on a à peu près entre 30 et 40% de biodéchets dans nos poubelles. Donc le ratio est plus faible du fait que la Vendée aujourd'hui est un territoire qui est déjà équipé, qui a déjà équipé en composteurs notamment toute la partie rurale du territoire, qui travaille aussi avec les restaurateurs hein, sur certaines parties, et surtout qui a mis en place la redevance incitative pour 70% de son territoire. Donc aujourd'hui, les Vendéens sont sensibles à la production de déchets, puisque derrière, leur facture s'en ressent. Donc travaillent déjà dans la réduction de ce volume de déchets. Guillaume Cabi, vous vouliez dire quelque chose sur ce sujet ? Oui, dans le droit fil de ce que mon voisin vient de dire, je voulais donner quelques chiffres. Taux de valorisation matière et organique en 2022, 64%. Performance de collecte sélective des biodéchets, 34 kg par habitant et par an. Et le taux de captage des biodéchets de la poubelle, 75%. Corrobore ce que mon voisin dit. Damien Grasset, pour revenir donc sur vos interrogations, votre hésitation, elle vient du fait que vous avez réalisé une étude sur le gisement existant. Et cette étude, elle laissera entendre que le gisement en biodéchets ne serait pas aussi important sur votre territoire. Expliquez-nous, parce qu'il y a des habitants, ils produisent des déchets ménagers. Alors, elle est en cours, cette étude, hein, puisque l'avantage du syndicat départemental, c'est qu'on a proposé à nos 17 collectivités adhérentes de participer à une étude départementale. Donc on est en train de faire des caractérisations, on est en train de travailler avec les collectivités pour regarder comment on peut travailler sur ce gisement qui reste, parce que je vous parlais tout à l'heure des 139 kg par an et par habitant, on est sur un gisement plus faible que quand on est sur des moyennes de 260 kg par an et par habitant, puisque le pourcentage de biodéchets dans la poubelle, il est le même. Si vous êtes à 260 kg, vous voyez les 40%. Si vous êtes à 140 kg, c'est la même chose. Donc on a un gisement moins fort. On a aussi regardé sur l'étude et sur les caractérisations que pour les personnes qui sont aujourd'hui sensibilisées sur ce sujet des biodéchets, on capte que la moitié en général des biodéchets qui restent, hein, quand on travaille plutôt sur les particuliers. Et donc le gisement n'est pas forcément aussi important que ce qu'on le pensait, notamment pour les collectivités qui souhaitent mettre en place une collecte. Puisqu'il y a plusieurs, je dirais que les biodéchets, on arrive à les capter soit par le compostage individuel, soit par le compostage de quartier, ou par la collecte. Et la collecte, en Vendée, elle est plus pertinente sur la partie littorale, avec la restauration, avec justement des points d'apport volontaires qui permettront aux professionnels de la restauration, et donc qu'on appelle les assimilés hein, chez nous, et puis aux particuliers de travailler sur les biodéchets. Mais le gisement aujourd'hui, on l'estime entre 8 et 10 000 tonnes, sachant qu'on va travailler, nous, dans un premier temps, sur une plateforme avec un déconditionneur sur 5000 tonnes, sur le gisement de 5000 tonnes, qui est à peu près celui qu'on perçoit dans les premiers retours de l'étude. Mais voilà, à l'horizon 2030, on espère monter un peu en puissance. Voilà, et vous dites qu'à partir de 8 000, 10 000 tonnes, la question d'un méthaniseur pour produire à partir des biodéchets un gaz renouvelable deviendrait intéressant pour votre territoire. Voilà, aujourd'hui à 5000 tonnes, le fait d'avoir cette culture de compost, on est plutôt parti sur une plateforme de biodéchets avec un mélange de déchets verts pour un amendement organique auprès de nos agriculteurs, parce qu'on capte aussi dans les déchetteries à peu près 90 000 tonnes de déchets verts. Ces déchets verts, on les broie par un marché départemental, et donc ils retournent aussi vers les exploitants agricoles de proximité. Donc on a ce lien fort avec le milieu agricole, et donc on est plutôt dans un premier temps sur du compostage, et par la suite, avec le gisement, s'il monte en puissance, travailler sur la méthanisation, et pourquoi pas évoquer aussi des partenariats publics-privés. On a sur la Vendée la particularité aussi de posséder nos propres équipements. Parce qu'on estime, on en parlait tout à l'heure, on est sur de la ressource aujourd'hui. On est sur de la ressource, et cette ressource, nous, Vendéens, on n'a pas envie qu'elle nous échappe complètement, parce que derrière, elle doit aussi permettre de diminuer les coûts de collecte que vont engager les collectivités. Une question, vous avez d'autres réserves sur cette logique de transformation de biodéchets en biogaz. Vous attendez déjà que
l'État soit un Ouais. peu plus clair sur ses intentions dans le mix énergétique. Alors, c'est des réserves parce qu'on est au démarrage, mais je pense qu'à un moment, il faut que le discours de l'État soit clair. On a stigmatisé le gaz, énergie fossile, mais il faut redorer le gaz vert parce que je pense que c'est l'avenir. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas le gisement, mais demain, on l'aura. Je pense aussi aux agriculteurs qui travaillent sur le sujet. Il y a un vrai message politique à faire passer. Moi, pour être maire de ma commune, on a fait passer le gaz il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se reprend sur des réseaux de gaz. Pourquoi ? Parce qu'on a stigmatisé le mix énergétique et on va sur le tout électrique. Donc il faut qu'il y ait une place pour le discours pour aller vers le gaz. Et puis il faut des tarifs en cohérence aussi, des prix de rachat en cohérence avec les investissements qui vont être réalisés par les uns ou par les autres. Donc il faut qu'on puisse avoir une vision économique aussi de ce sujet, avec une particularité quand même dans nos territoires plus ruraux, c'est qu'en général, la consommation de gaz, elle ne se fait pas dans les territoires ruraux. Donc il faut que les infrastructures permettent aussi, et notamment le rebours, permettent d'aller vers les villes qui consomment un peu plus de gaz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des habitants qui arrêtent le gaz pour passer... Alors arrête pas forcément, Non, mais pas. ne souscrivent pas au gaz qui passe devant leur habitation. Et c'est un peu dommage. On l'a fait à une époque où on voulait sortir du fioul. Donc ça se passait plutôt bien. On a eu des transformations fuel-gaz. Et puis aujourd'hui, on a stigmatisé le gaz. On ne parle que de l'énergie électrique. Toutes les maisons qui s'installent aujourd'hui, moi dans ma commune, c'est des pompes à chaleur. Hein. Il y a un moment, il faut que le discours, si on veut promouvoir le gaz vert, il faut qu'il y ait une volonté politique pour le faire. Surtout que les infrastructures existent, le réseau est là, et c'est un réseau qui relève du patrimoine des collectivités Je locales. pense que on va en parler avec Laetitia Aubeux. C'est ce qu'on disait, les agriculteurs y croient, on y croit nous aussi. Alors, nous, on avance doucement, on attend la fin de l'étude départementale, mais je pense qu'il y a un vrai message à faire passer. Laetitia Aubeux, donc vous êtes chargée de développement biométhane chez GRDF. C'était intéressant les deux témoignages qu'on vient d'entendre, hein. Deux élus de terrain, de territoires différents, et on voit que le regard sur le potentiel, il peut varier. Ici, on va privilégier le compostage, ailleurs, la méthanisation. En fait, ça va dépendre d'un territoire à un autre. Comment vous voyez les choses ? L'approche, elle est différente selon les territoires ? Oui, bonjour à tous. Alors oui, évidemment, et puis je pense que je ne suis pas la mieux placée pour répondre à cette question, c'est d'abord les collectivités. Je voudrais quand même juste ajuster un petit peu la notion de méthanisation versus compostage. La méthanisation, elle a le double potentiel de valoriser les biodéchets, énergétiquement parlant, et également matière. Donc quand on parle de méthanisation, on parle aussi, via les digestats, du retour au sol. Voilà, il ne faut pas opposer l'un et l'autre, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Ça va de pair. Il y a une complémentarité, mais il ne faut pas non plus oublier que la méthanisation, elle répond à l'objectif hiérarchie de traitement des déchets au titre du recyclage, donc après les logiques de réutilisation, prévention, réduction, avec le double potentiel de produire de l'énergie et de la matière du retour au sol. Ça, c'est un point sur lequel je voulais quand même bien repréciser. Et oui, effectivement, il ne va pas y avoir une solution standard. On voit bien la complexité que c'est de trouver des solutions de gestion des déchets, et c'est valable pour toutes les typologies de déchets. Ça va dépendre de la densité de population, ça va dépendre de l'historique de gestion de déchets d'un territoire, ça va dépendre de sa proximité avec le secteur rural, ça dépend de tout un tas de critères qu'une collectivité doit prendre en compte pour trouver la meilleure solution. Et de fait, il n'y a pas non plus une seule solution. Il y en a plusieurs qui vont venir s'articuler sur ce même territoire. Donc je pense que ça, il faut l'avoir en tête, et c'est d'ailleurs pour ça que dans les étapes, la méthodo qu'on voit se déployer auprès des collectivités qui sont lancées dans la réflexion, c'est de faire son diagnostic territorial, c'est de croiser ces enjeux. Le gisement biodéchets, c'est le gisement par excellence de la circularité. Donc on croise les enjeux énergie, on croise les enjeux déchets, on croise les enjeux économie circulaire, quand les collectivités sont équipées sur ces compétences-là.
Et là, on peut arriver à faire des projets bien pensés, avec les bons acteurs. Voilà, ça, je pense que c'est important. Donc, la notion de majeur dans le titre, elle est un peu provocante, parce que si on se résume qu'à la notion de gisement, bon, une étude ADEME de 2013 a évalué à perspective 2030 un gisement brut de 20 millions de tonnes de biodéchets, majoritairement issus des ménages, c'est à peu près 15 millions de tonnes issus des ménages. Si on met en place toutes les hypothèses entre justement la complémentarité avec les filières compostage, mais aussi la complémentarité avec les filières de valorisation matière, le feed, le food, on est sur un potentiel mobilisable qui va être autour de 3 à 9 TWh pour la méthanisation. Et rappelez-nous quelle est la consommation nationale Alors, de la gaz consommation nationale de gaz, elle est autour de 400 TWh. Mais vous voyez qu'en 3 et 9 TWh, le potentiel sur les gisements agricoles, c'est 140 TWh. Donc, on ne va pas parler d'un gisement majeur en tant que tel. Par contre, il est majeur dans le sens où sa valeur circulaire apporte beaucoup et est vecteur de lien pour les territoires. Lien en termes d'acceptabilité, lien sur les territoires entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Lien avec le grand public. Vous le disiez, vous avez du mal à... la question du gaz vert et de l'usage du gaz, elle est effectivement entière aujourd'hui. Comment on arrive à maintenir finalement un usage du gaz. Mais par le biodéchet, c'est aussi un moyen de ramener le producteur potentiel de biodéchets, mais aussi l'utilisateur d'énergie gaz, à son rôle aussi d'éco-citoyen, en se disant je trie et je vais du champ à l'assiette, de l'assiette à la gazinière et je retourne dans le champ. Donc voilà, c'est toutes ces logiques-là qu'il faut arriver à exploiter. Et c'est en ça que le gisement biodéchet est majeur. Voilà, c'est d'abord un vecteur de lien, facilitateur finalement de la mise en place d'un système durable pour les territoires. Cécile Frédéric, déléguée générale de France Gaz Renouvelable. Donc les biodéchets jouent davantage un rôle d'effet levier pour l'acceptation de ces solutions de production de biogaz sur les territoires ? Oui, bonjour à tous. Je souscris à tout ce qui a été dit aujourd'hui et qui a été développé par les élus ou par Laetitia. En effet, le gisement de biodéchets, ce n'est pas un enjeu majeur en termes de volume pour le potentiel de développement de la méthanisation qui aujourd'hui se développe sur l'ensemble des territoires. Mais ça peut être un enjeu et un outil important, je veux dire un vecteur d'appropriation pour les projets qui vont se développer. C'est un moyen, et comme cela a été dit, de ramener le producteur de déchets à son geste de tri, à l'importance du geste de tri et demain à la consommation de l'énergie verte qui va être produite sur son territoire. Donc je pense que c'est un vecteur d'appropriation des projets pour notamment les agriculteurs qui vont travailler avec des collecteurs sur leur territoire. Donc c'est un moyen de rapprocher le monde rural du monde urbain ou périurbain. Donc, en cela, le biodéchet est un vecteur extrêmement important. Aujourd'hui, nous, on considère que d'ici 2050, on peut décarboner l'usage du gaz, comme Laetitia l'a dit. On a un objectif de 20% de gaz renouvelable pour la filière, qui est issu essentiellement de la méthanisation, qui va se développer dans les territoires. Donc, c'est extrêmement important que ce lien entre le producteur de déchets et demain le consommateur de gaz vert soit fait et les collectivités, par la mise en place d'une politique très ancrée auprès de leurs habitants et avec le territoire, peut développer cette résilience et montrer le lien qu'il y a entre ce déchet et la consommation demain d'une énergie verte. Donc ce que vous dites, c'est que le gisement de biogaz, il est davantage à aller chercher évidemment avec les biodéchets, mais auprès des agriculteurs, c'est ça ? Oui, clairement, aujourd'hui, la méthanisation se développe au sein des territoires. Le gisement, il est agricole. Le gisement, c'est de la biomasse agricole. Et l'enjeu, c'est de développer cette biomasse, d'aller la collecter, la traiter. Mais clairement, le gisement, il est agricole.
Bon, on va parler des partenariats donc avec les agriculteurs. Stéphane Martinez, avant d'entendre Jean-François Lemaître, donc vous travaillez de longue date avec les agriculteurs, donc vous nous l'avez dit par conviction. Et comment vous travaillez avec eux alors? Comment on travaille avec eux? Assez simplement. Enfin, on a mis un petit peu de temps à se mettre d'accord, c'est tout à fait normal. On s'est engagé, nous, sur une qualité de matière première secondaire. Je pense que c'est ce qui a aussi créé le lien. Quand on leur a dit qu'on avait une matière première, très peu d'impuretés à l'intérieur, c'est pas la machine qui fait le travail, c'est l'homme. On arrive à une qualité de matière première parce qu'on rentre dans les restos, on explique à tout le monde tout ce qu'on fait. Nos chauffeurs sont formés, puisqu'on a monté une organisme de formation, ils sont formés au métier, ils sont capables de refuser un inerte à l'intérieur, parce qu'ils savent très bien que pendant la formation, ils ont été chez nos partenaires, ils entendent ces acteurs-là parler, et derrière ça, donc ils savent très bien que si on rentre un déchet plastique, ça arrive, on est des humains, on arrive à avoir 3-4% d'erreurs, on arrive à les écarter, mais à la source, il faut impliquer tout le monde, pour bien faire comprendre que c'est avec ces acteurs-là qu'on veut travailler sur une matière première qui crée des emplois et qui permet de redonner du sens à tout le monde. Donc on est très fiers de travailler avec ces acteurs. On a mis du temps à se comprendre et à s'écouter, à se parler. C'est pas simple, hein. Moi je suis parisien, c'est les agriculteurs. C'est pas simple de leur parler à ces gens-là. Jean-François Delette, il dit rien du tout, mais il n'en pense pas moins. Mais je crois qu'il vous connaît de longue date. Jean-François, vous travaillez avec Stéphane depuis longtemps? Oui, il exagère parce qu'on a appris à discuter avec les énergéticiens et les gens, donc les gens du déchet, on les connaît aussi depuis longtemps. Oui, je travaille personnellement d'abord, hein, pour mon unité, j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui, mais pour l'unité que je défends en Seine-et-Marne, elle travaille avec Moulineau depuis 5-6 ans, depuis qu'il a la capacité d'envoyer en méthanisation. La région Île-de-France aussi, on travaille des sujets sur les biodéchets, etc. Et puis j'ai la casquette nationale où, en tant que président des agriculteurs méthaniseurs de France, on a identifié les biodéchets, pas tellement en termes de gisement comme l'a dit Cécile, parce qu'il ne faut pas rêver de gisement des biodéchets, comme certains territoires l'ont vu, il doit se développer bien sûr, hein, il est très important pour d'autres missions, mais par contre ce n'est pas sur le volume de gaz vert qui nous intéresse, c'est sur le lien, et d'après nous les agriculteurs méthaniseurs aujourd'hui savent le faire. C'est ce qu'a reconnu en fait Stéphane il y a 7-8 ans, puisque nous on avait commencé par visiter l'ensemble des sites qui sont sur le territoire français à l'époque de biodéchets, et les seuls qu'on a trouvés intéressants en gros à l'époque. Alors il y avait des sites agricoles en Alsace qui est un peu particulier, et puis Stéphane Martinez avec Moulineau, parce qu'on avait vu dans Paris des camions d'abord qui affichaient déjà à l'époque qui roulaient au biogaz. Aujourd'hui c'est très tendance de mettre ça, alors que c'est pas toujours la réalité du carburant qui est dans le camion, mais lui il l'affichait, il le faisait il y a une dizaine d'années, donc on a compris le lien direct. Et puis après surtout on avait vu que c'est des questions qui vont pas être très terre à terre, mais que les salariés de Moulineau, par exemple, ils travaillaient dans des conditions de travail qui étaient proches de ce que nous, on vise en agriculture. D'accord ? Parce que les biodéchets, il ne faut pas se le cacher, c'est un vrai sujet en termes de travail et de personnes à mettre sur ces sujets-là. Donc, le sujet économie sociale et solidaire, le lien au territoire, etc., nous a plu. Donc, on a effectivement développé Moulineau depuis 8 ans. Mais aujourd'hui, il y a d'autres schémas sur le territoire français qui fonctionnent. En tout cas, l'idée de départ, c'est qu'on est sur une économie circulaire. Moi, vous aviez dit, est-ce que je travaille avec Moulineau? Moi, j'aime dire que je travaille pour Moulineau, et Moulineau travaille pour moi. C'est-à-dire que l'économie circulaire, elle veut dire que je respecte son métier, et il vient bosser pour moi sur certains sujets, et quand il a besoin de moi, je vais bosser pour lui. Ce n'est pas un partenariat aussi capitalistique ou historique. Pour moi, ce que j'appelle le nouveau monde, il a besoin de ça. Il a besoin de se dire les choses et d'être en économie circulaire. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis 8 ans, oui. Voilà, et vous êtes agriculteur méthaniseur depuis très longtemps. Oui, alors je fais partie des pionniers, mais ça c'est la vie qui est comme ça. Ça fait une dizaine d'années, oui, que j'ai cru sur ce schéma-là, et c'est la réalité aujourd'hui. Enfin, quelque part, l'histoire m'a donné raison, mais c'est le hasard des choses. C'est que les filières agricoles historiques, elles ont des difficultés, elles ont un modèle qui est remis en cause, elles sont face aux marchés mondiaux, etc. Enfin, voilà. Et donc, elles se posent la question de retrouver des marges de manœuvre, de retrouver des dynamiques, de retrouver des métiers sur leur territoire. Un peu, voilà. Et donc, arrive à la fin du compte le territoire et les collectivités, puisqu'il y a des agriculteurs aujourd'hui qui ont compris l'intérêt de relier le lien avec leur collectivité et leur territoire, parce que cette dynamique gaz vert, elle les oblige à se poser ces questions-là jusqu'à la décarbonation. Et aujourd'hui, votre démarche, est-ce qu'elle est isolée ou pas? C'est-à-dire, est-ce que des agriculteurs qui disposent déjà de méthaniseurs commencent à travailler des collectivités Alors,
quand vous êtes pionnier, au début, vous êtes convaincu que vous avez raison contre tout le monde. D'accord ? Donc au début, on pensait qu'on avait raison, que tout le monde allait suivre et que notre dynamique a été formidable. La réalité, c'était qu'on était peut-être 70 ou 100 à l'association, par exemple, avec la méthanisation, même derrière nous, alors que nous, on y voyait un intérêt économique, climatique dans notre transition agricole tout de suite. On l'a compris tout de suite. C'est un vrai métier, par contre. On parle de diversification des fois, mais c'est un vrai métier, la méthanisation. Donc il faut prendre la mesure de ça. Mais après, on avait compris ça. La réalité derrière, elle est que ça a stagné. C'est-à-dire que la méthanisation, pendant des années, parce qu'elle a des difficultés, parce qu'il y avait déjà des soucis d'acceptabilité qui arrivaient, etc., elle a stagné. Et puis après, elle s'est développée très fort parce que les filières agricoles avaient des difficultés. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 1200 agriculteurs méthaniseurs à peu près. On représente la moitié de l'association. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, mis à part en région en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour des raisons géographiques et agricoles quasiment, il y a de la méthanisation aujourd'hui sur tous les territoires français. La Vendée a un petit cas particulier pour d'autres raisons. Mais il y a de la méthanisation agricole à peu près sur tous les territoires. Et donc, il y a des possibilités pour les territoires de s'interroger sur le partenariat ou non qu'ils veulent monter avec les agriculteurs méthaniseurs. Et les agriculteurs sont en mesure d'absorber ces biodéchets des territoires ? Alors, à l'échelle des volumes, j'ai entendu les questions qui se posent. Oui, c'est-à-dire que c'est pas. Non seulement on est capable de les absorber, mais en plus, on est prêt. C'est-à-dire que monter un projet de méthanisation, et les collectivités qui se sont frottées, elles connaissent le sujet. Quand il faut développer des plans d'épandage, quand il faut faire tourner des méthaniseurs qu'avec des biodéchets, c'est compliqué. Donc si vous avez le compost, vous vous dites, c'est bon, j'ai une solution rapide, c'est simple, etc. C'est vrai quand vous avez des petits volumes, et il faut des complémentarités. Quand vous avez des vrais volumes, la valorisation énergétique et la décarbonation permise par le Digesta, elle est quand même très intéressante. Mais effectivement, les agriculteurs, ils sont prêts. Et aujourd'hui, quand vous rajoutez à votre rationnement des biodéchets, ça ne pose pas de soucis. Les soucis en méthanisation, c'est développer des plans d'épandage, c'est de maîtriser le métier du biogaz, c'est d'éviter les fuites, c'est tous les sujets classiques à la méthanisation. Ce n'est pas le sujet purement des biodéchets si vous rajoutez 10, 15, 20, 25% de votre ration. Et aujourd'hui, le nombre de méthaniseurs, il permet largement d'accueillir ces volumes-là. On va aborder maintenant le dernier thème de notre table ronde. On va s'intéresser aux conditions, aux clés de la réussite. On va rester avec vous, Jean-François Delette. Vous soulevez des points de vigilance. Le point de vigilance, c'est que les gens qui... Alors, je pense que la majorité des gens ici, ce n'est pas le cas, mais il y a beaucoup de collectivités qui découvrent les biodéchets en 2023 parce qu'il y a une urgence, etc. Et il ne faut pas se cacher, le biodéchet, c'est un métier compliqué. C'est une collecte supplémentaire, il va falloir gérer d'autres choses. Donc c'est un travail, c'est pas un milieu magique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur des années avant, il faut se reposer les questions, etc. Et donc le premier point de vigilance, c'est qu'il n'y a pas de magie dans les biodéchets. Il faut vraiment maîtriser son sujet de collecte, les différentes collectes, raisonner globalement son territoire, aller à la rencontre des agriculteurs ou pas, et des villages qui vont accueillir tout ça. Donc il n'y a pas de magie. Et si on va aller jusqu'au bout du système qui en ce moment est qui est le vent en poupe, qui est la décarbonation, il faut aller encore plus loin que tout ça. Donc il n'y a pas de magie, il faut s'interroger, il faut mettre les gens autour de la table, etc. La deuxième point de vigilance, il est que au final, en méthanisation ou en compostage, il y a du retour au sol, et que donc le retour au sol, nous, il est impensable qu'on refasse les erreurs qu'on a fait avec les bouts de station d'épuration il y a 50 ans. Qui ont pollué les sols des agriculteurs. C'est-à-dire que les plans d'épandage, ils garantissent des responsabilités, ils partagent des responsabilités entre les uns et les autres, mais il faut qu'on apprenne à faire mieux que ce qu'on a fait. On le fait, les bouts de station d'épuration ont progressé, mais sur les biodéchets, on ne va pas refaire la même histoire. Donc, pour l'avoir vécu, vu et témoigné, gérer l'emballage, gérer le tri, etc., c'est un autre sujet qu'il faut travailler avec tous les acteurs qu'on collecte. Nous, on a identifié que ce n'était pas notre métier. Donc, dans mon cas, je le confie à Moulineau. Mais Moulineau me permet d'aller voir chaque poubelle quand je veux, tous les matins, tous les soirs dans Paris, si j'ai envie, pour vérifier que c'est bien fait. Et donc, ça, c'est un sujet important. C'est-à-dire que comprendre que le sujet déchets, en réalité, derrière, ça devient une matière première secondaire, comme l'a dit Stéphane, et ça devient quelque chose qui retourne sur votre sol. Et quand je monte le Digesta sur mon unité et les bouts de plastique, les gens ils comprennent tout de suite, d'accord ? La barquette un peu polystyrène de l'hôpital, parce que pour des raisons sanitaires, il faut des bouts de barquette polystyrène, ça doit disparaître. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, pour des questions soi-disant sanitaires, il va falloir qu'on change ces pratiques-là. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que le retour au sol, il a un prix, il a un prix, mais il aura aussi des conditions, et qu'on défendra bec et ongle, nous, les agriculteurs, puisque les sols agricoles qui nous sont confiés, je ne serai plus là, qui seront encore là. Donc, on est très attentif à ça. Le dernier élément de vigilance, c'est que, comme toujours en France, il y a un paquet de sujets réglementaires. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez ajouter des biodéchets et qui sont hygiénisés, pas hygiénisés, si vous êtes éleveur, on vous oblige à réhygiéniser tous vos effluents d'élevage. Donc, il y a des conditions qui viennent pénaliser en fait certaines unités de méthanisation, pas d'autres, etc., qui nous paraissent aberrantes. Et c'est pareil, je sais qu'il y a des questions sanitaires qu'on néglige pas du tout à l'association. Mais aujourd'hui, en agriculture biologique, il y a besoin
de fertilisants, qui est dans cette logique de territoire, etc., elle ne peut pas avoir accès aussi à ces digestats de méthanisation s'ils ont des biodéchets. Donc il y a des sujets de réglementaires où les collectivités doivent nous accompagner. Et puis après, je prends un dernier point, c'est que le sujet de vidange, c'est que la prochaine programmation, il y a un député que je connais bien dans la salle, il faut que les collectivités, elles n'aient pas peur de dire, c'est-à-dire attendre que l'État dise oui, le gaz, on est pour finalement. Ça marchera, on pense que ça va marcher, mais ça marchera plus si les collectivités, elles prennent vraiment le micro et qu'elles disent, bah ouais, effectivement, le mix, nous, on est dans le cas. Moi, je défends une association où il y a du gaz, de l'élec, de la chaleur, donc on sait qu'il faudra les trois demain. Donc il faut que les collectivités, elles profitent du deuxième semestre, en l'occurrence 2023, pour bosser avec leurs députés, pour bosser avec leur territoire, et pas avoir peur de dire, bah, nous, on veut ça, parce que l'État, il n'est pas tout puissant. Et la réalité, c'est que la filière gaz, elle est aussi morcelée, elle est aussi diversifiée. Et donc, il faut bien qu'on se serre les coudes et qu'on dise les choses. Cécile Frédéric, pour rebondir sur ce que vient de dire à l'instant Jean-François Delette, les agriculteurs qui acceptent les biodéchets vont être sûrs de la qualité. C'est clair que c'est l'enjeu principal. Oui, Jean-François l'a dit et il le dira beaucoup mieux que moi. La question de la qualité, elle est évidemment extrêmement importante pour le retour au sol et pour les agriculteurs. Mais je pense que, comme il l'a dit aussi, c'est qu'elle est importante aussi pour les riverains, pour la qualité la qualité de la production, et donc elle est aussi importante pour l'enjeu sociétal et l'enjeu, comme l'a dit Jean-François, de quelle terre on va laisser à nos enfants demain et quelle planète. Donc c'est aussi cet enjeu-là auquel il faut répondre dans la construction du projet. Et donc s'assurer aussi que ce qu'on va laisser à nos enfants, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, n'aura pas un impact négatif demain. Donc c'est la question du retour au sol, c'est un enjeu majeur, qui est un enjeu complexe, comme l'a dit Jean-François, et la question de la réglementation, elle doit être regardée finement et en fonction de cet enjeu de demain, en fait. Laetitia Aubeux, on parle des méthaniseurs depuis tout à l'heure. Là, on parle de méthaniseurs agricoles. Il existe des méthaniseurs qui sont gérés par des collectivités. C'est quoi demain la carte des territoires des méthaniseurs? Ce sera un mix, c'est des collaborations? Qu'est-ce qui se dessine? Alors, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce qui est certain, c'est que le gisement du biodéchet, c'est un gisement qui est diffus, globalement, et qui est, on l'a dit, vous l'avez entendu à travers les différentes interventions, très disparate d'un territoire à un autre. Ça va dépendre du tissu économique. Si on a des zones qui sont très riches en industrie agroalimentaire, très riches en gros producteurs de biodéchets, on va avoir une capacité à mobiliser et mutualiser du gisement qui peut effectivement nous emmener vers des modèles de méthanisation 100% biodéchets. Bon, ça va quand même se compter sur les doigts de la main, parce que si on regarde, ça va concerner les plus grosses métropoles et encore. On voit bien, Trivalis, gros syndicat départemental, les déchets ne partent pas sur du 100% biodéchets. Enfin, vous êtes sur des tonnages qui sont quand même relatifs. Donc, on ne va pas être sur une majorité de méthanisation 100% biodéchets au sens grosse méta. Donc, je pense, mais encore une fois, je n'ai pas la boule de cristal, mais par contre, on échange beaucoup, effectivement, avec la filière agricole. Ils sont très motivés, comme l'a dit Jean-François, autour de ce flux biodéchets. Donc, ça va plutôt être en faveur d'un mixte méthanisation agricole qui va capter 10, 15, 20% de biodéchets. Ça, c'est pour moi, je pense, le modèle qui va dominer. Et puis, on voit quand même apparaître de nouveaux modèles, des modèles qui sont en 100% biodéchets, mais qui sont sur des tonnages plus faibles, ce qu'on va appeler de la mini-méthanisation. Et là, on disrupte un peu, c'est-à-dire qu'on raisonne sur des systèmes conteneurisés, mais on ne traitera pas plus de 10 000 tonnes. Voilà, donc c'est aussi... ce qui va se passer demain, ça va dépendre aussi de la capacité qu'on va avoir à discuter tout à chacun entre les acteurs du territoire et à faire se croiser les différents enjeux énergétiques, déchets,
Et c'est ça qui va finalement donner le modèle le plus approprié au territoire. On parle Jean-François en a parlé, le traitement des biodéchets en méthanisation, ça suppose aussi de l'hygiénisation. La qualité des biodéchets, elle peut être aussi très variable et ça peut supposer des déconditionnements, quand on prend effectivement tout ce qui est GMS, restauration, enfin voilà, Moulineau pourra l'évoquer bien mieux que moi. Donc il y a vraiment plusieurs typologies de projets qui peuvent se décliner sur les territoires. Les collectivités peuvent porter en propre des plateformes de déconditionnement, hygiénisation. Des opérateurs comme Moulineau peuvent le faire, le font. Voilà. Un méthaniseur peut également porter en propre une plateforme de déconditionnement et hygiénisation. Agrivalor, par exemple, dans l'Est, le fait. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de solution standard, il y a plusieurs solutions possibles. Ça suppose de se parler, d'étudier, de mettre autour de la table les bonnes personnes, les bureaux d'études, etc., etc. Je vais juste réagir sur 2-3 sujets là. Il y a quand même des réalités qui est que la France, elle a fait le choix d'une méthanisation un peu à la française. C'est très français, mais c'est une réalité, d'accord ? La réalité de la méthanisation à la française aujourd'hui, c'est que contrairement à certains pays, il y a certains pays qui ont fait le choix de dire il y a des méthaniseurs purement agricoles et il y a des méthaniseurs purement collectivités, d'accord ? Donc les collectivités gèrent, les collectivités peuvent avoir des droits de mélange, etc. Ça fonctionne, d'accord ? L'Italie a fait ce choix-là, d'autres pays ont fait ce choix-là. La méthanisation française, c'est vous pouvez faire ces mix-là, vous pouvez traiter des effluents, vous pouvez lancer le sujet des cives, par exemple les cultures intermédiaires, qui sera le sujet principal demain, y compris pour décarboner l'agriculture et la France. Et vous pouvez aussi aller vers votre territoire connecté. Nous, en tant qu'agriculteurs français, on voit ça comme une chance formidable de reconnecter avec nos collectivités. Je rappelle que le monde rural, pour les plus ruraux d'entre vous, il a donné beaucoup à la fois de personnes au monde urbain depuis 50 ans, mais aujourd'hui on a besoin de compétences sur nos métiers, donc nous on est content de vous repiquer un peu de gens dans nos métiers, de développer ces sujets-là. On a aussi donné du foncier, et donc aujourd'hui on dit, voilà, sur les biodéchets, sur le gaz vert, on a des potentiels de recréer des liens avec la collectivité, c'est plus que dans ce sens-là, aujourd'hui on peut le refaire dans l'autre sens, et tant mieux, et vous devriez voir ça comme une chance de pouvoir dire, la méthanisation à la française, elle nous permet de faire des choses comme ça, la méthanisation à la française, elle nous permet de raisonner les compétences, les territoires, de remettre des emplois, des fois pas toujours qualifiés sur le territoire rural, etc. Donc il y a tout un tas de sujets qu'il faut travailler, et voilà. Et le dernier sujet, c'est faut aussi, même si on est dans des collectivités locales, vous dire que la France, elle est très regardée par l'Europe, parce que son potentiel agricole, son potentiel de décarbonation, son potentiel, etc. Et que donc, même si les biodéchets français de chaque collectivité, c'est des tout petits sujets, cumulés, et le là de la France sur tous ces sujets est très écouté. Donc voilà, je voulais juste vous alerter là-dessus. Et Laetitia Aubeux, donc c'est intéressant ce que dit Jean-François. Pardon, je finis aussi sur le dernier sujet. On parle beaucoup de méta agricole, de méta territoire, de méta industriel. Là, j'entends parler de micro-méthanisation. Moi, au final, ce qui m'intéresse, c'est juste qu'on fasse le bilan, c'est-à-dire le coût pour le citoyen. C'est le premier, d'accord, je suis citoyen aussi. C'est-à-dire quel est le meilleur coût pour le citoyen, quelle est le meilleur, la valorisation énergétique, d'accord ? La microméthanisation container, ça fonctionne. Vous faites le bilan énergétique, le bilan climatique, il est dégoûtant, quoi. Donc, il faut se poser les bonnes questions. On a aussi des responsabilités, la durabilité. On est en train de travailler sur méthanisation en ce moment, en 2023-2024. Donc, moi, ma seule exigence, c'est de dire, regardez vraiment. On a des responsabilités de coût, on a des responsabilités d'efficacité énergétique et climatique. Faites le bilan. Voilà. Moi, ma conviction, c'est que nous, on n'a pas à rougir, les agriculteurs méthaniseurs, sur ces sujets-là. Mais on a des portes ouvertes, on est prêt à le démontrer, on est prêt à montrer ce qu'on fait. Et l'intérêt, c'est le maillage du territoire, finalement. Parce qu'aujourd'hui, on va apporter des déchets dans un incinérateur qui est des fois très, 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 très loin. Donc là... Je ne vais pas tout dire, mais l'intérêt, mais c'est si on le voit, l'intérêt, c'est de se mettre à discuter en économie circulaire. C'est ce que j'ai expliqué pour Moulineau, c'est qu'est-ce que vous, collectivités, vous avez besoin, quelles sont vos problématiques, elles ne sont pas les mêmes sur tous les territoires, qu'est-ce que vous, les filières agricoles, vous avez en tête, qu'est-ce que vous, les collecteurs de déchets, vous avez en tête, qu'est-ce que vous, les unités de biocarburants de certains territoires, vous avez en tête, qu'est-ce que vous, les industriels de l'énergie, vous avez en tête, etc. Et chaque territoire peut organiser ces sujets-là s'il en a envie, s'il y voit un intérêt. Moi, je pense que le monde d'hier, il est fini. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a une urgence climatique, énergétique, mix ENR, il faut se poser ces bonnes questions et pas avoir peur de ça. Il faut se remettre tous autour de la table et on a les compétences aujourd'hui en termes de communication. Vous avez évoqué les problèmes de langage, on apprend à partager ensemble, à discuter, donc on est capable d'entendre les problématiques de chaque partie dans les territoires. Laetitia Aubeux, pour rebondir, donc pour GRDF, c'est pertinent de rapprocher collectivités et agriculteurs. Il n'y a pas de problème de réseau, de raccordement Alors, on exploite pour le compte des collectivités 200 000 km de réseau. Ça, c'est du patrimoine de collectivité.
c'est des infrastructures existantes. Et c'est une des grosses forces de l'énergie gaz vert, c'est d'être en capacité de circuler avec des infrastructures qu'on n'a pas besoin de refaire. Donc évidemment, après, finalement, par ce réseau, on arrive effectivement à faire le lien entre collectivités, autorités concédantes et monde agricole, par nos enjeux d'accompagner la transition énergétique vers le verdissement de ce réseau. Donc oui, c'est une évidence à la fois pour l'intérêt général dans nos missions de service public et au global, au quotidien, dans ce qu'on mène pour appuyer au développement du biométhane aux côtés de la filière agricole et des collectivités. On continue à s'intéresser aux clés de la réussite. Stéphane Martinez, le préalable à la réussite, c'est l'organisation en amont. Donc la clé, c'est la collecte. Et vous encouragez les élus, vous l'avez dit déjà en introduction, à massifier la collecte. Alors, peut-être pour tous ceux qui ne comprennent pas le terme massifier, qu'est-ce que vous voulez dire par là et en quoi c'est extrêmement important ? En tant qu'opérateur, et on est aussi des logisticiens, on commence à être des logisticiens, enfin à un moment donné, il faut savoir massifier. Enfin, c'est comme si un serveur, il vient à table, il prend ce verre-là, après il va chercher l'autre, autant venir avec un plateau, tu prends tout. Ce qui se passe, et ce que je me rends compte aujourd'hui, et c'est là où j'essaye de faire bouger des lignes auprès de certains élus, on va prendre la ville comme Paris, que je connais bien. Je ne suis pas fan de ce qui est mis en place, mais bon, c'est comme ça. Pourtant, on répond à des marchés, on essaie de les accompagner, on essaie d'ouvrir les choses. Ce qui va se passer, c'est que dans une rue parisienne, vous allez avoir automatiquement, je pense, un moulineau qui va chercher un restaurateur, ou alors un acteur des métiers de bouche, un boulanger, un petit traiteur, on va le collecter. Il va y avoir automatiquement un autre opérateur dans la même rue qui va aller chercher un autre restaurateur. Il va y avoir un autre opérateur qui va être à vélo, qui va chercher un autre... Et à la fin, il y a le camion de la ville qui va chercher les particuliers. Donc on se dit, j'arrête pas d'essayer de dire, le fameux coup de frein, quand on met un coup de frein pour prendre l'habitat vertical en porte-à-porte, mettez le coup de frein derrière pour le restaurateur, mettez le coup de frein derrière pour le boulanger, mettez le coup de frein pour le mini-market. Enfin, le but est de massifier, parce que sinon, on va se retrouver pour un même flux dans une même rue avec 4 ou 5 camions qui vont passer. Et derrière ça, ça ne va pas marcher. Enfin, il faut vraiment y aller. Les points d'apport volontaires, en ce moment, c'est super, ça pousse comme des champignons. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se tarir cette saison, mais c'est quand les restaurateurs ne peuvent pas participer au point d'apport volontaire. Je vous le dis, comment est-ce que vous sortez, même au niveau juridique et cadre juridique, votre employé pour l'emmener à 200 ou 300 mètres, un sac qui fait 25 kilos ? S'il faut leur mettre des exosquelettes, leur acheter un chariot, etc., c'est pas cohérent et c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Les restaurateurs et beaucoup d'acteurs vont dire non mais excuse-moi mais mon métier c'est pas ça. Et on parlait d'acceptation, c'est sûr que s'il y a de plus en plus de camions, ça ne joue pas en faveur de l'acceptation non plus. Ça va pas dans la logique. Alors sur les paris, je parle de là où je suis né, on a été élevé au porte-à-porte. On est élevé au porte-à-porte à la campagne. Mon père, elle est à la campagne, et sa poêle de ménagère, elle est levée une fois tous les 15 jours. Et son carton, son verre, il se les met dans la 4L, et puis il va à la déchetterie. Il est élevé au point d'apport volontaire. Donc il faut vraiment garder, je pense, une vision entre le monde rural. Il y a des pratiques qui ont été faites. On ne peut pas demander non plus à aller collecter des petits pavillons. Des fois, ça ne sert à rien, autant qu'ils mettent du compostage, mais ils le font. Mais dans les grandes villes, mais que ce soit pareil comme ailleurs, je pense qu'à un moment donné, les donneurs d'ordre doivent permettre la massification. Ça sera beaucoup mieux sur eux. On est dans un... Paris, on est sur un millefeuille, quoi. Mais là, l'idée, c'était sans doute de vouloir apprendre, entre guillemets, le geste de tri, sensibiliser le geste de tri. Le geste de tri, cher Olivier, quand même, on parle de reste alimentaire. Qu'on accompagne les restaurateurs, les marchands, sur les marchés alimentaires, qu'on accompagne les primeurs. Oui, on rentre dedans, on leur met les bons outils, on fait une petite formation, la signalétique, le sac compostable, pas d'erreur dedans, voilà, c'est très bien. Mais à la maison, il faut que je vous fasse une formation pour écarter ce qu'on ne mange pas. Enfin, à un moment donné, on mange 3 fois par jour. Ce que vous ne mangez pas, vous le mettez dans la poubelle marron. Vous savez que derrière cette poubelle marron, où ça part en finalité chez nos agriculteurs, ça crée des emplois, ça crée de l'énergie. Enfin, que cette poubelle marron, elle soit en bas de la maison ou en point d'apport volontaire, l'objectif, c'est ce qu'on ne mange pas, on le met dedans. Enfin, je veux dire, à un moment donné, s'il faut former tout le monde et les particuliers à leur expliquer comment on écarte de la nourriture, on est mal barré là, je vous le dis tout de suite. Et je pense que dans la façon de trier, ça fait 15 ans que tout le monde parle de trier les matériaux secs. Le plastique, moi je ne sais toujours pas où je mets le pot de yaourt.
Je ne sais pas. Donc, quand même, ce que tu ne manges pas, tu le mets dans la poubelle marron. Il faut qu'on fasse la formation des citoyens. Et derrière, le geste, il est merveilleux quand même. Ce petit geste est énorme. Parce que cette petite matière organique et cette petite matière première, elle ne va pas en incinération. Donc déjà, incinération, aujourd'hui, ça ne crée pas des nouveaux emplois. Vous faites ce petit geste, vous le mettez mais ou dans un point d'apport volontaire ou dans un bac marron. Au niveau environnemental, on fait de l'énergie. Au niveau retour au sol, il n'y a pas mieux que ça. Et au niveau des emplois, c'est merveilleux. Qu'est-ce que je vous dis, moi ? À part, Vous avez tout dit. Vous avez tout dit, Stéphane. à part, voilà, je ne peux rien dire de plus. Et puis ça crée des emplois. On montre que ça fonctionne. Moi, je suis très fier de travailler avec nos partenaires. Et ces partenaires-là, ils nous ouvrent des portes aussi ailleurs. Parce que je pense, et Jean-François, il l'a très bien dit, on a des valeurs. Des valeurs, on ne fait pas n'importe quoi. On est attentif aussi à notre partenariat. Jusqu'à là, on ne s'était jamais mis sur la grande distribution. Parce qu'on a essayé, mais on s'est fait rattraper par la patrouille. Ils nous ont dit non, Steph, là, ça ne va pas. Ah, stop, on arrête. Voilà. Là, on commence à s'ouvrir, on essaye d'avoir d'autres outils industriels pour toujours la même valeur, quoi. Cette matière première secondaire. Et elle existe depuis la nuit des temps. Enfin, dans la restauration, à part la génération de ma mère, il y avait les seaux à cochon, je vous rappelle. Pour certains anciens, enfin, il n'y en a pas beaucoup ici, mais pour certains, ça partait en nourriture animale. Le café, quand vous discutez avec des jardiniers qui font du compost, mais c'est un art. Tu fais du compost plus ou moins carboné parce que les roses, elles adorent le carbone. Enfin, et le pain, je suis désolé, mais ça partait en nourriture animale. Les éleveurs de chevaux, les volaillers, ou sinon, c'était en dessert du jour, c'était du pain perdu, quoi. Donc cette filière-là, elle a été oubliée sur une génération, mais elle est pleine de bon sens. Il y a plein de restaurateurs, mais écarter les restes alimentaires. Mais c'est simple, quoi. Un cuisinier, tout le monde se fait une montagne. On parle de cuisinier, il travaille avec la matière alimentaire. En salle, aujourd'hui, vous avez quoi ? Vous n'avez que des restes alimentaires. Donc, si on massifie tout ça, on leur montre aussi derrière qu'il n'y a pas de charge de travail supplémentaire. C'est important à montrer. Enfin, ça avance. Et après, d'un seul coup, ils se rendent compte que le sac d'ordures ménagères est tout léger. Enfin, il n'y a que du positif, moi, je trouve, à y aller. Et donc du bon sens, vous l'avez dit. On va demander à nos deux élus maintenant quelles sont pour les conditions de la réussite. Guillaume Cabi pour le CIEN et la FNCCR alors. Alors pour la FNCCR, c'est de participer à la réflexion et puis de regrouper tous ceux qui, dans nos syndicats d'énergie, travaillent sur le déchet ménager. C'est ce que nous faisons. Nous venons d'embaucher quelqu'un spécialiste de la question et on va se retrouver en commission à se partager les bonnes idées et les bonnes pratiques. Pour nous, le CIEN, on a la chance d'être en rural, donc je n'ai pas les mêmes problèmes que mon voisin militant et de bon sens, que j'apprécie beaucoup, n'est-ce pas ? C'est très bien ce que vous avez dit. Ouais, on est en rural, on a des syndicats de collecte qui sont dotés de bennes bicompartimentées et qui récupèrent une fois par semaine les petits sacs dans lesquels les gens ont mis leurs déchets ménagers. On fait des opérations de communication et on a des ambassadeurs du tri qui vont essayer de faire comprendre aux gens que c'est bien de le mettre dans ce sac-là et en plus de ne pas mettre trop de plastique ou de polystyrène ou autre avec, voire même d'autres produits qu'on ne voudrait pas voir. Pour que lorsque ça arrive sur nos plateformes de préparation de compost, notamment jusqu'à présent, puis après qu'on va envoyer donc au méthaniseur, eh bien on n'ait pas des soucis de retri derrière, parce que c'est ça qui fait perdre énormément de temps et énormément d'argent. Voilà. Donc le geste de tri est à peu près acquis dans le département. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est à peu près acquis. Les gens savent qu'ils doivent trier. Bon, ça fait depuis maintenant 1995 qu'ils le font, donc on arrive à avoir des bonnes choses et toutes les opérations de qualification des déchets que nous faisons régulièrement sont à peu près correctes. Voilà. Et puis derrière, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de projets qui, en milieu rural, sont en train d'apparaître et qui, de fait, au lieu de mailler de façon raisonnable le territoire, essayent de se marcher un peu sur les pieds. Donc on encourage les gens qui viennent nous voir en leur disant écoutez, non, là c'est peut-être pas très raisonnable, d'autant plus qu'il y a des gens autour qui habitent et là le méthaniseur ne va pas être bien placé. Et puis il y a un problème d'approvisionnement, comme je disais tout à l'heure, on a un département très rural avec l'élevage des bovins charolais, comme vous le savez, qui passe 8-9 mois de l'année au pré.
Et donc, il ne passe que 3-4 mois dans les stabulations libres. Et donc, il y a une production d'effluents agricoles qui est quand même très limitée. Voilà. Donc, on les encourage à se massifier, comme dit mon voisin, pour apporter dans un méthaniseur central, on va dire, leurs déchets. Voilà. C'est important. Et derrière, c'est voir comment on injecte sur les réseaux, parce qu'on n'a que 55 communes qui ont le gaz dans la Nièvre et qu'il n'y a pas des réseaux partout. Donc alors on étudie dans certains endroits le transport par citerne, éventuellement de la production de méthane. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais mon voisin de gauche va en dire un peu plus, parce que vous êtes aussi un territoire rural. Et vous avez à peu près les mêmes problématiques que nous, je suppose. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est vrai que l'important, c'est de pouvoir envoyer ce biogaz vers, justement, alors soit les véhicules, parce qu'on travaille aussi, nous, avec des prestataires où on a exigé dans nos marchés publics aussi du biogaz pour les véhicules. Mais c'est surtout aussi qu'on puisse envoyer le gaz vers les villes où il y a une demande, alors que dans le milieu rural, il y en a un peu moins. Donc, je parlais tout à l'heure du rebours. C'est important aussi qu'on puisse injecter et qu'on puisse renvoyer sans doute le gaz sur les villes ou sur les gros consommateurs. Nous, c'est vrai qu'on est aujourd'hui sur cette étude, donc qui va nous permettre de regarder le gisement. On y croit beaucoup. Alors, la clé de la réussite, ce sera sans doute aussi la mise en place de partenariats. Hein. On est déjà, même si la Vendée est un peu moins développée en méta, il y a quand même des projets de méta, il y a des beaux projets de méta. Et donc on travaille aussi sur ces partenariats. Il y a quand même une chose qui nous pose aujourd'hui quelques difficultés en termes de réglementation, c'est qu'il y a des collectivités qui n'ont pas forcément envie de s'engager sur cette collecte des biodéchets, notamment pour les assimiler. On parlait tout à l'heure des restaurateurs, on les collecte aujourd'hui sur les poubelles noires, on les collecte sur les emballages. Juste en Vendée, on sait depuis 2017 que le pot de yaourt il va avec les emballages, parce qu'on a lancé l'extension des consignes de tri en 2017. Ce que je veux dire, c'est que les collectivités qui voudraient travailler ou laisser travailler les professionnels sur le territoire pour ces biodéchets, pour les assimiler, la réglementation le permet jusqu'en 2025, mais pas après. C'est-à-dire que l'obligation, c'est 2024. 2025, vous ne pouvez pas confier à une entreprise privée la seule gestion des biodéchets pour les assimiler. Il faudra qu'il gère aussi les OMR, il faudra aussi qu'il gère les emballages. Et ça, aujourd'hui, ça pose quand même des difficultés. Donc sans doute qu'il faudrait pouvoir modifier un peu cette réglementation et permettre aux collectivités qui n'ont pas envie de se lancer dans une collecte, parce que ça a un coût aujourd'hui, de le confier à des prestataires comme vous, justement pour la partie des assimilés. Et ça, la loi aujourd'hui ne le permettra pas au 1er janvier 2025. Une dernière question à nos deux élus de terrain, et puis ensuite on vous invitera à réagir si vous voulez bien, ou à poser une question si vous le souhaitez. Le rôle de l'État, parce que ça a été abordé brièvement par Jean-François Delettre, hein, il parlait de la future PPE, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, hein, qui va fixer la trajectoire et qui nous dira ce qu'il y aura dans le mix énergétique, et il y a quand même des questionnements. Qu'est-ce que vous attendez de l'État, Györgyi peut-être? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit 2 mots à l'entrée de cette réunion, c'est que la PPE fasse plus de place au gaz que ce que nous sommes en train d'entendre. On a réagi à la Fédération il n'y a pas très longtemps sur une annonce que nous avions eue, une alerte sur le fait qu'il y avait un projet de suppression des chaufferies collectives gaz qui risquait de poser gros problèmes à beaucoup de gens, y compris à nos syndicats d'énergie, qui ont d'autres applications du gaz, notamment lorsque l'on a des chaufferies ou des réseaux bois dans des départements comme le mien, où le tampon, c'est le gaz en début ou en fin de saison, ou en cas d'accident. Donc il faut que la PPE laisse une place raisonnable au gaz. Aujourd'hui, on entend bruisser partout le fait qu'il faut revenir à tout électrique, pompe à chaleur, pompe à chaleur, pompe à chaleur. Non, bon, ça va commencer à suffire. Je crois que le gaz a sa place dans le mix énergétique et il faut la lui maintenir. Donc, ce que je demande à la PPE, c'est qu'on ait une place raisonnable qui soit laissée au gaz. Aujourd'hui, il est en train petit à petit de partir en sifflet vers le gaz bio. Le gaz venant du RSS ou d'ailleurs va disparaître petit à petit. Donc jouons le jeu d'un mix énergétique raisonnable.
Merci. Damien Grasset, même question. Oui, mais c'est un peu la même chose. On parlait tout à l'heure d'économie circulaire. Il faut que le discours il soit aussi porté sur le fait que les biodéchets, moi je suis aussi issu d'une famille d'agriculteurs, on sait ce que c'est, mais il faut que ce discours il soit clair. C'est-à-dire que voilà, de ce geste de tri, de cette prévention, de cette importance des biodéchets, de travailler sur le sujet, on arrive à faire du gaz. Et je pense que chacun des territoires sait s'organiser aujourd'hui avec son milieu agricole. À un moment, on n'a pas attendu l'État pour travailler dans nos territoires, qui ait des lois pour déterminer tout ça. Mais quand je disais tout à l'heure qu'il n'est pas pertinent aujourd'hui de sortir la collecte des biodéchets, de sortir les deux autres collectes, l'OM et les emballages, si on veut confier à un prestataire extérieur la collecte des biodéchets, je pense que ça fait partie des choses que l'État doit revoir et de porter un message important sur ce gaz vert et sur les possibilités qu'on a demain, justement, notamment avec l'agriculture, de travailler ces sujets-là. Merci. On va vous inviter, si vous voulez bien, à réagir. Si vous avez des réactions remontées, des questions, des précisions à demander, n'hésitez pas une seule seconde. Oui, monsieur. Alors, il y a un micro qui arrive vers vous. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Philippe Pied, journaliste à Green Univers. J'ai une question sur l'aspect coût et économie, en fait, qui n'a pas du tout été abordée encore. Alors, elle est très simple, la question. Les biodéchets, quel est le delta par rapport au biométhane agricole en termes de coût? Alors, qui veut répondre? Jean-François, vous voulez répondre? Alors, c'est un sujet qui n'est pas simple, mais c'est le sujet général des déchets. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que même si on en fait une matière secondaire intéressante pour faire de l'énergie, elle a un coût, quoi. Donc aujourd'hui, le développement de la méthanisation fait que le coût des déchets, qu'ils soient biodéchets, agricoles, etc., selon les territoires, selon les dynamiques de la méthanisation, elle est très variable. Pour l'instant, toutes les unités qui traitent du biodéchet, les unités agricoles qui traitent du biodéchet, elles n'ont pas mis dehors leurs fournisseurs de biodéchets. Donc il y a des bonnes raisons, d'accord ? Ça veut dire que le coût et la relation, que ça soit financière ou purement volume, production d'énergie verte, etc., elles les intéressent et ils imaginent qu'elle est stratégique pour leur unité à l'avenir. Donc le coût des biodéchets, nous, pour rien cacher, hein, dans la relation qu'on avait avec Moulineau au départ, on était, je vous ai dit qu'on travaillait l'un pour l'autre. Donc par exemple, on n'avait pas de flux financier entre nos entités, d'accord ? Il y avait zéro, on faisait confiance, toi tu fais ton métier, tu gagnes ta vie, moi je fais mon métier, je gagne ma vie, et ce qui transite, c'est ce qu'on pouvait mettre en commun. Aujourd'hui, avec la crise énergétique, etc., on accompagne Moulineau sur le coût de ces biodéchets pour permettre ça, d'accord ? Mais on voit des excès, c'est-à-dire qu'on voit des collectivités qui se mettent via leurs sous-traitants à facturer très cher des biodéchets, des fois avec des qualités de retour au sol qui ne sont pas garanties. Donc voilà, pour nous, il n'y a pas de... Le sujet, c'est comment vous les traitez, quelle est la qualité, et après, c'est des sujets techniques, hein, c'est de la matière sèche, c'est du pouvoir méthanogène, etc. Il ne faut pas oublier que les volumes de biodéchets sont variables dans l'année, les volumes de biodéchets, en cas, nous, on a connu la crise du Covid, par exemple, d'un coup, il n'y avait plus rien qui rentrait chez nous, donc faut pas... c'est pas aussi stable, etc., que tous les déchets agricoles qui arrivent sur nos unités. Merci pour votre question. On a un bras qui se lève à l'opposé. Merci. Juste une précision. Oui, je vous en prie, Madame Aubeux. Allez-y, on vous entendait. C'est bon. Oui, juste pour revenir sur la notion de coût, je pense que c'est aussi important d'avoir en tête que le coût de traitement, quand on parle de coût de gestion des biodéchets, il représente entre 15 et 20% du coût global. Le coût de gestion des biodéchets, il est essentiellement porté sur la collecte, en fait, donc la capacité à mobiliser ces biodéchets. C'est là où ça pèse le plus. Voilà. Et ça, je vous invite pour ça à consulter le dernier rapport de la Confédération des métiers de l'environnement, qui est un rapport qui reprend un certain nombre de scénarios, alors très macro, mais qui expose très bien les différentes, selon les types de territoires, les coûts, collecte et traitement, voilà. Différentes configurations, points d'apport volontaire, collecte séparée, etc. Monsieur Orkabi, vous voulez rajouter ? Oui,
Le biodéchet, c'est aussi autant de moins à amener à un incinérateur qui nous coûte très cher. Voilà. Et deuxièmement, on revend aux exploitants agricoles 80% de notre production de compost. Et là aussi, c'est une recette qui vient diminuer le coût du traitement des déchets ménagers que nous faisons payer à la population. Bonjour, Stéphanie Senet pour AEF Info. Moi, j'ai une petite question sur la microméthanisation. Je voulais savoir, est-ce qu'on avait une idée un peu du volume de ce que ça représentait en biodéchets au niveau national, du modèle un petit peu qui se développe et pourquoi c'est terrible au niveau climatique? Jean-François Delettre. Alors j'ai dit là, enfin, il y a deux sujets, d'accord. On a les débats par exemple en agricole, c'est-à-dire que je vais prendre ce qu'on appelle la petite méthanisation en agricole. Par exemple, c'est un éleveur qui a des effluents d'élevage et qui décide en autonomie de gérer ses effluents d'élevage avec un complément, etc. Ça fonctionne, mais c'est un éleveur qui est déjà habitué à bosser 7 jours sur 7, qui est déjà habitué à traiter ses lisiers, qui est déjà habitué à traiter ses effluents et qui donc va faire tourner son méthaniseur de façon correcte. Il a une question de rentabilité à étudier, mais ça fonctionne. Aujourd'hui, pour des questions d'acceptabilité, d'image, etc., on voit le développement de la microméthanisation, d'accord ? Moi, personnellement, sur des questions sanitaires, très clairement, je suis un peu suspect. Et sur des questions purement de bilan énergétique, c'est-à-dire l'énergie qu'on produit, en général, c'est plutôt de l'électricité, et la chaleur derrière, elle n'est pas trop valorisée. Voilà, donc c'est très joli de mettre au milieu de tours un container, etc. La réalité, c'est que le bilan énergétique et climatique derrière, parce que qu'est-ce que vous faites finalement de ce digestat? Les jours où ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites, etc. Personne ne se pose la question, d'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment et donc en fait on refuse de gérer les problèmes d'acceptabilité qu'ont toutes les ENR. Donc les ENR, quelles qu'elles soient, elles ont des problèmes d'acceptabilité. Il faut y faire face. C'est pas en inventant des choses nouvelles qui en plus permettront pas pour le coup de valoriser l'ensemble des volumes. Donc vous n'avez pas une solution sur les volumes, vous n'avez pas une solution sur l'ambition que la France donne dans ses lois. Et on vient parce que je peux le comprendre, si je suis élu et que j'ai un problème, je lance la microméthanisation et je gère 80% des oppositions sur mon territoire à ce sujet-là. Mais si vous avez le courage de porter les sujets ENR et climatiques, il y a d'autres solutions qui me semblent bien meilleures. Moi, je parlais plutôt de la microméthanisation en milieu urbain, qui est un peu la seule possibilité, non? Non, nous, on l'a vécu, par exemple, c'est pas mon métier, ça c'est celui de Stéphane, mais il collecte 1300 points. Et la massification en milieu européen, c'est un sujet. Par contre, de savoir collecter, de trouver des interlocuteurs, de monter des unités de conditionnement de proximité et d'y aller, et de pouvoir prouver la valorisation énergétique et digestat, le retour au sol, la décarbonation derrière, on sait le faire aujourd'hui. Voilà, donc on peut vendre effectivement de la microméthanisation, une petite compostière, etc. Mais si vous faites vraiment le bilan, qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que je produis, voilà, c'est médiatiquement très, très joli. En réalité économique et sur les enjeux climatiques qu'on a, ça pèse rien. Oui, bonjour, Véronique Pérez, Société Bianco. Je porte la solution BioBibox, qui est une solution de microméthanisation containerisée. Donc je me permets de réagir. Et je me porte forcément en faux parce que je ne fais pas du marketing. Moi, je suis scientifique à la base. Et dans mon méthaniseur, il y a 3 procédés. Il y a certes la méthanisation, mais il y a aussi le compostage. Et il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, qui est le traitement de l'eau. Aujourd'hui, nous, le digestat, on en fait quelque chose parce que justement, l'objectif, c'était de rester en ville et d'éviter que le digestat retourne sur des kilomètres à la campagne. Pour mémoire, on est installé à Vitry-sur-Seine. Petite couronne, le digestat, il ne va pas faire 70 km pour aller à l'extérieur. Donc, on fait du compost et on fait de l'eau. C'est-à-dire que la partie liquide, qui est une grosse partie du biodéchet, on en fait du traitement d'eau usée et on utilise des procédés de reuse qui aujourd'hui sont à la mode, mais nous on y travaille depuis 2014. Donc je m'inscris en faux sur le fait que ce n'est pas de l'innovation. Si c'est de l'innovation, c'est beaucoup d'énergie. Nous on y travaille depuis 10 ans. Donc c'est pas que du marketing. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit que tout le monde travaille mal sur ce sujet-là. J'ai dit que d'entretenir et de faire fonctionner ces unités-là sur le long terme, alors peut-être que vous le faites, etc. Mais on voit quelque chose de très tendance sur ce sujet-là, alors que les unités elles existent et qu'il y a d'autres solutions, d'accord? Et nous on veut bien nourrir la ville. Tendance, malheureusement, c'est pas si facile que ça de se battre aujourd'hui, où on entend beaucoup parler de compostage individuel, de proximité, et peu de méthanisation ou de microméthanisation. Parce que oui, forcément, si vous parlez, on va pas sur le compostage forcément, mais si vous prenez vraiment le bilan carbone de la compostière par rapport à ce que nous on fait, voilà, il y a des sujets. Je dis pas que la compostière n'est pas un sujet, je dis juste que de le traiter en ville, etc. Enfin, si les villes étaient capables de traiter leurs déchets historiquement au centre des villes, ça se saurait. Nous, on le voit. Je dis pas que votre fonctionnement ne marche pas. Je dis que pour le développer à l'échelle de l'ambition,
ça me paraît délicat et qu'il y a des sujets de bilan énergétique, etc., qui sont très importants. Mais on a l'avantage de répondre à la problématique réglementaire que vous avez un petit peu abordée, qui dit qu'effectivement, il y a un agrément sanitaire à obtenir et qu'un des enjeux sur la méthanisation agricole, c'est d'avoir des matières, des soupes pasteurisées comme le fait Moulineau. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas faire de la pasteurisation en massification. Donc, si on vous oblige, vous, en méthanisation agricole, à tout hygiéniser, ça va poser des problèmes. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un 100% biodéchets pasteurisé à l'intérieur des containers. Et oui, la chaleur, elle sert à pasteuriser, évidemment. Mais on ne va pas faire le débat là. C'était juste pour réagir parce que je ne peux pas laisser cette solution être ignorée. Elle fait partie du mix et je pense que tout le monde peut trouver sa place. Merci beaucoup. Je me finis. J'ai juste dit que c'était pas une solution. C'était pas une solution pour s'exempter de l'acceptabilité de la méthanisation. C'est une solution sur certains schémas. C'est pas une solution pour balayer les problèmes d'acceptabilité. Très bien. Une autre réaction, une autre remarque, des précisions. Si nous n'avons pas d'autres... Oui, monsieur, au premier rang. Et puis ensuite, on va enchaîner sur la deuxième table ronde. Donc, bonjour à tous. Monsieur Rousseau, je représente l'entreprise Meiko. Nous sommes un fabricant industriel, donc on fait partie des éventuelles solutions pour traiter les biodéchets. J'ai une question pour monsieur Delettre. Notre solution permet en fait de pouvoir broyer et stocker pendant plusieurs semaines les biodéchets. Donc on peut livrer des soupes en méthanisation. On le fait déjà beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Mais l'une des difficultés qu'on a et qui est majeure, c'est justement le fait que sur les 1200 pôles de méthanisation qui existent, peu sont hygiénisés. Et donc qu'est-ce qui peut motiver aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut peut-être accompagner ou inciter un méthaniseur à pouvoir s'hygiéniser pour pouvoir traiter ces soupes? Alors, le sujet sanitaire, il ne faut pas le balayer du tout, d'accord? Le sujet sanitaire, il est très important pour ces trucs-là. Ce qu'on peut, alors, il y a certaines unités agricoles qui ont de l'hygiénisation sur site déjà parce qu'elles sont productrices de chaleur, qu'elles ont des possibilités. Donc ça, c'est juste créer le lien de la discussion avec... mais ça pose d'autres sujets sur, on a parlé du gaz, mais c'est quel avenir aux cogénérateurs, quel avenir à ceux qui font de l'électricité demain, etc. Il y a d'autres sujets derrière que nous, on porte au niveau national. Et après, il y a d'autres sujets qui sont juste relier les maillons entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une source de chaleur, il y a une source de traitement. Voilà, il faut juste interroger le territoire et arriver à construire tout ça. C'est un peu comme le problème des collectes, c'est très compliqué. Mais moi, il me semble que sur le territoire français, en l'occurrence, des chaudières, on en trouve, des partenaires compétents pour faire de la collecte, on en trouve, et des partenaires pour avoir des solutions, il y en a aussi. Donc, on n'a pas, c'est juste de la mise en musique. Et après, c'est du partage de valeurs, problématiques et de transparence sur c'est quoi la réalité de mon résultat. Stéphane, vous vouliez rajouter quelque chose et puis on va tous vous libérer. Et pour dire à Madame Biobibox, Moulineau, oui, on va essayer d'être partout. On est sur Paris, on n'a pas 1300 points de collecte comme l'a dit Jean-François, mais 1900, et ça grandit de jour en jour encore là. Les chiffres sont importants. Et derrière ça, on ouvre une deuxième unité à Réau, en Seine-et-Marne, à côté de Moissy-Cramoyel, où c'est merveilleux. On a un partenaire agriculteur qui est juste à côté. On met une unité de massification à côté. Derrière, on est en train d'ouvrir à Bordeaux. Pareil, même schéma. Hein. Nous, ce qu'on veut faire, c'est toujours le même mécanisme avec le monde agricole. Après-demain, on sera, et on a gagné l'appel à manifestation sur le biopôle d'Angers, on est très fiers. On va ouvrir en 2024 et on est prêt à ouvrir sur tout le territoire au niveau national. Enfin, je veux dire, demain, là où il y a du gisement, Moulineau, il va y aller, quoi. Je veux dire, à un moment donné, et on est aussi, c'est important aussi de savoir, il faut qu'on trouve un modèle économique. S'il y avait eu déjà un modèle économique dans cette filière-là, les gros, ils y seraient déjà depuis longtemps. Depuis longtemps, ils seraient partis. Donc, à un moment donné, nous, on se bat avec nos partenaires agricoles pour bien leur montrer que c'est une matière première, que nous, si on veut continuer à faire notre métier avec l'impact, il faut aussi qu'on parle de valeur économique. Une matière première, secondaire, je suis désolé, c'est une matière première. Ça a un coût. Voilà. Et ça, demain, plus on va avancer comme ça, plus la filière va avancer, plus on va créer des emplois, et plus on montrera qu'entre l'urbain et les agriculteurs, il y a une vraie relation à avoir, quoi. Cette matière première, elle est chez nous, elle est dans l'urbain. Préparons-la et allons-y. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Pardon. Merci. Vous poursuivrez vos échanges ensuite à l'occasion du cocktail déjeunatoire. Merci beaucoup. On applaudit nos intervenantes et intervenants. C'était très intéressant. Un grand merci. Cécile Frédéric, Jean-François Delettre, Laetitia Aubeux, Damien Grasset, Guillaume Urcabi et Stéphane Martinez. Merci beaucoup.